Oui, bon, on n'est pas venu pour parler de nom. Moi, je ne suis pas le conférencier, comme l'a annoncé Ahmed et comme l'a annoncé Thierry, je suis un monsieur loyal. Hein. Alors, je précise que Marion et moi, nous ne sommes pas tout à fait voisins, mais presque, parce que nous habitons en Bourgogne, pratiquement dans la même campagne. Et effectivement, lors d'un déjeuner chez moi, avec des militants du Cercle des Patriotes Optimistes de Clermont-Ferrand, on a eu l'idée de faire cette conférence sur le livre de Marion, Russe errance en terre promise, que j'ai lu. C'est pour ça que donc, je poserai des questions sur ce livre. On a eu cette idée, y compris en ce qui me concerne personnellement, pour enrichir un peu mon information, parce que bon, je suis un ancien rédacteur de Riposte Laïque, je n'y suis plus. Et j'ai quitté Riposte aussi parce que bon, c'est un média qui me semble assez mal informé sur le conflit israélo-palestinien. Donc j'ai préféré, voilà, j'ai préféré m'adresser à... J'ai préféré effectivement m'adresser à quelqu'un qui a une connaissance du terrain, voilà, ne serait-ce que pour notre information à tous, pour notre information, pour mon information personnelle, hein, voilà, s'adresser à quelqu'un qui a une expérience du terrain, qui parle hébreu, qui parle arabe et qui a voyagé dans cette région du globe que par exemple des gens comme moi ne connaissent pas. Alors, la soirée, enfin l'après-midi se déroulera comme ça. Je vais poser des questions très précises à Marion sur son livre, Russe errance en terre promise, dont il y a, je crois, je ne sais pas, quelques exemplaires, il y en a d'autres, bon, enfin... Non, je vous en parlerai voilà, d'autres livres. D'autres livres qui traitent de la même thématique. Donc quelques questions, et puis à la fin, si on a le temps, on inversera un petit peu les rôles. Ça, c'est le côté rigolo de l'après-midi. Donc Marion pourra éventuellement me poser une ou deux questions philosophiques sur la situation actuelle, en rapport avec le thème traité, ou d'autres thèmes, en rapport éventuellement avec tout simplement ce qu'il en est de la France aussi. Hein, voilà. Mais l'essentiel de l'après-midi, c'est un interview, en fait, de Marion, à propos de son livre et sur la base de son livre. Alors, bah, si tu en es d'accord, Marion, on peut peut-être commencer par la question numéro 1. Voilà, question numéro 1. Alors, l'appel à... Alors, l'ALIA, je ne parle pas l'hébreu, mais donc il y a eu un appel à une ALIA russe. Alors, j'ai cru comprendre... ALIA, c'est monter. Voilà. L'ALIA, c'est le fait de monter. Donc j'ai cru comprendre que ça voulait dire en gros immigration. Enfin, l'ALIA, c'est la montée vers Israël. Donc effectivement, bon, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est qu'il y a un appel, on va dire à la fin des années 80, à l'ALIA russe. Alors à l'ALIA judéo-russe, hein, ce sont donc des juifs russes qui sont amenés donc à aller en Israël, sur une vague d'antisémitisme qui semble secouer cette URSS de l'époque Gorbatchev, puisqu'on est à la fin des années 80 et que donc la Russie se termine en 1991, enfin l'URSS se termine en 1991, donc on n'est pas très loin. Voilà, dans la foulée. Alors à ton avis, Marion, qu'est-ce qui a déclenché cette grande migration, cette grande alia des judéo-russes à la fin des années 80, parce que j'avoue que c'est très complexe, donc voilà, tu peux nous raconter. C'est de toute évidence une vague d'antisémitisme, de toute évidence. Et les gens qui sont comme moi assez proches des Palestiniens, puisque moi dans tout mon cursus j'ai fini par rencontrer des Palestiniens, je fais partie de ces gens qui aimeraient bien entendre que l'antisémitisme c'est même pas vrai. Ben, c'est absolument faux, je veux dire. L'antisémitisme, il faut voir ce que ça a été. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir de tous les Russes que j'ai rencontrés, croyez-moi j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines, ils sont tous unanimes à dire que c'est déclenché en Russie une vague d'antisémitisme absolument terrifiante. Et que si cette vague d'antisémitisme n'avait pas sévi, il ne serait pas parti. Voilà. Donc les raisons que pouvaient avoir des Russes dans une Union soviétique en décomposition, les raisons que pouvaient avoir des juifs russes de vouloir aller regarder si l'herbe était plus verte ailleurs sont évidentes sur le plan économique. C'est clair que le pays était en décomposition, on attendait la libéralisation de l'économie et avant que l'économie soit libéralisée, il se passe ce qui se passe toujours dans ces cas-là, les possesseurs de biens les stockent en attendant que les prix montent. Moi je suis allé à Moscou, on n'arrivait pas, il n'y avait rien dans les magasins, on n'arrivait pas à manger, c'était infernal quoi, infernal. Donc il y avait une situation économique qui était pénible, mais c'est pas pour une situation économique pénible et qui est pénible pour tout le monde que les juifs sont partis. Les juifs sont partis
Et ils sont partis par centaines de milliers parce que la situation pour eux était dramatique. Ils avaient vraiment peur pour leur vie. J'ai interrogé suffisamment de Russes pour dire que je crois maintenant véritablement que cette vague a existé et qu'elle était suffisamment terrifiante pour justifier que ces gens quittent tout pour aller en Israël. Bon. Il n'était pas, de tout ce que j'ai pu rencontrer, alors il y en a plein que je n'ai pas rencontré, vous imaginez, je n'ai pas rencontré tout le monde, et ceux que j'ai rencontrés étaient partis dans des conditions assez spécifiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ils ne sont pas partis avec une idée sioniste. C'est-à-dire que le sionisme consiste à dire on veut émigrer en Israël. Ces gens-là voulaient quitter l'Union soviétique, c'est évident, poussés par l'antisémitisme, c'est évident. Que leur désir était d'aller en Israël est beaucoup moins évident. Beaucoup moins évident. S'ils voulaient, c'était sortir. Et où que ce soit, et ils étaient extrêmement attirés par l'Europe occidentale. Alors il y en avait qui étaient attirés par l'Amérique, parce que je pense que le mirage américain a encore fonctionné chez un certain nombre de gens, mais il y en a beaucoup plus qui voulaient aller en Allemagne, qui voulaient aller en Italie, qui voulaient aller en France, beaucoup voulaient aller en France, ils voulaient aller en Hollande, ils ne voulaient pas aller en Israël. Mais ils n'ont pas eu le choix, ils sont partis en Israël. On y reviendra tout à l'heure. Il y a eu une autre raison. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en même temps que se déclenchait une vague d'antisémitisme qui vraiment leur a fait peur, c'est-à-dire qu'il y avait des messages qui passaient à la télévision qui disaient les juifs dehors, à mort les juifs, on avait l'impression qu'en même temps que le langage se décomplexait vis-à-vis de l'antisémitisme, en même temps on laissait comprendre que ceux qui feraient des exactions contre les juifs, il leur arriverait rien, quoi. Il y avait vraiment de quoi avoir peur. Et vous avez une famille, vous voulez la mettre à l'abri, vous n'allez pas affronter des trucs comme ça, surtout quand vous êtes juif et que vous avez toute une tradition passée familiale, ça finira toujours par retomber contre nous, les pogroms ça a existé, etc. Donc je prends très au sérieux tous ces témoignages qui disent on nous a brusquement expliqué qu'il fallait qu'on s'en aille, qu'on n'avait pas d'avenir ici, et dans le même temps, la radio, la télévision et les journaux vous disent venez en Israël, venez en Israël, venez en Israël. Des émissions à la télévision montrant un Israël idéal avec une sécurité sociale extraordinaire, avec de l'avenir pour tous les techniciens, on montre des laboratoires de recherche où on attendait que la matière grise russe, c'est vraiment une propagande qui se déclenche d'un côté pour les faire partir en disant on veut de vous, en même temps qu'une autre propagande les terrifie et leur dit on veut plus de vous ici, c'est-à-dire qu'on veut plus de vous ici, on vous veut là. Bon. Et ça a été sur tout le territoire de l'Empire. Un autre argument a été terrible, et ça fait partie... De l'Empire, tu veux dire? De l'Empire soviétique. Oui, de l'Empire soviétique, oui, de l'URSS. Je dis l'Empire, pourquoi? On dit les Russes, il ne s'agit pas des Russes, il s'agit des Soviétiques, d'accord? Moi j'ai rencontré des Ouzbeks. Quand ils arrivaient, quand ils étaient en Ouzbékistan, ils étaient Ouzbeks, ils n'étaient pas Russes. Quand ils sont arrivés en Israël, ils étaient Russes. Russes, pourquoi? Parce qu'ils parlaient la langue russe, donc c'est ce qui a permis de les identifier. Donc il y avait un autre argument. Alors donc ça c'était ce qui s'est passé sur la totalité de l'Empire, et il y avait un autre argument pour tous ceux qui étaient notamment sur la partie est, sur l'Ukraine, ça a été Tchernobyl. C'est terrible le nombre de gens qui étaient contaminés par Tchernobyl, à qui une propagande odieuse est allée faire croire que quand ils arriveraient en Israël, ils auraient des soins gratuits. C'est absolument infernal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont allés en Israël, et il y en a même qui ont triché pour arriver en Israël, pour se faire soigner à cause de l'irradiation de Tchernobyl. C'est que l'antisémitisme, s'il avait été toujours aussi virulent en Union soviétique, il n'y aurait pas eu de mariage mixte. Parce que quand il y a du racisme, les gens ne se mélangent pas. Or, il y avait énormément de couples mixtes, ce qui veut dire que l'antisémitisme n'était pas du tout l'affaire de la population. Les gens se mariaient entre juifs, non-juifs, énormément, ce qui veut dire bien, et c'est ce qui fait qu'ils ont été tellement meurtris de quitter ce pays, qui était le leur, et où ils étaient vraiment complètement intégrés. Mais les gens... donc quand ils ont décidé de partir, ceux qui avaient un conjoint non-juif disaient ben, est-ce que je peux l'amener? Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez des gens qui ont triché, c'est-à-dire qui ont réussi à acheter des faux certificats, qui se sont fait passer pour juifs, pour pouvoir bénéficier du soin qui serait apporté prétendument en Israël pour les irradier de Tchernobyl. Donc je pense que les autorités étaient suffisamment malignes pour savoir que ces gens-là trichaient, et ils les ont laissés passer.
C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que pour les autorités israéliennes, le but c'était de faire du nombre, de faire venir énormément de gens de l'ex-empire soviétique. 2 mots sur Tchernobyl, c'est une horreur, parce qu'ils non seulement ils n'ont pas été soignés, mais ils sont arrivés d'un pays froid à un pays extrêmement irradié de soleil, ils tombaient comme des mouches, ça a été horrible. Horrible. Moi, je n'ai pas suivi tous les gens que j'ai vus, mais enfin, j'ai entendu vraiment des appels au secours épouvantables. C'est-à-dire, bon, les irradiés qui sont tombés en Israël et qui voulaient repartir, et qui ne pouvaient pas, et qui savaient qu'ils allaient mourir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ça a été vraiment terrible. Bon, donc je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles ces gens-là sont partis en très très grande quantité, en très très grand nombre. Et il y a eu également des pressions, mais alors tout à fait reconnues, hein, puisque ça a été discuté à la Knesset. Le premier ministre israélien, qui était Yitzhak Shamir, a fait pression, mais violente, avec chantage, menace. Bon, le petit menace le gros, on sait bien que le gros finira par faire que ce qu'il veut, mais ça a été fait comme ça pour interdire aux États-Unis et aux pays européens d'accueillir des Juifs. C'est-à-dire qu'une vague d'antisémitisme se déclenche en Union soviétique et l'Allemagne est sommée de ne pas leur venir en aide. La France est sommée de ne pas leur venir en aide. L'Amérique est sommée de fermer les frontières. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens disent c'est pour nous. Et les Juifs qui sont sortis, les Juifs russes, ne sont pas sortis pour aller en Israël de leur point de vue. Ils ne voulaient pas aller en Israël. Ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés en Israël. Voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait par réveil d'un antisémitisme virulent. Alors, virulent ou simplement menaçant. Hein. J'ai pas eu de témoignage de pogrom ou de mise à mort, mais de menaces. Et ça suffit. Ça suffit. Je veux dire, à partir du moment où vous ne pouvez plus dormir tranquille et vous êtes plus sûr que votre gosse, quand vous l'envoyez à l'école, il va y arriver, vrai ou faux, je veux dire, la menace est suffisante pour justifier qu'on se mette à l'abri. Donc je n'ai pas eu de témoignage véritablement d'atrocités commises par des juifs, mais de menaces d'atrocités et d'une véritable... sur place, oui, mais d'une véritable psychose, ça je suis sûr, absolument sûr que c'est avéré. La propagande pour les faire venir en Israël et ses pressions sur tous les pays occidentaux, notamment sur les Américains, pour les empêcher d'aller ailleurs qu'en Israël. Voilà comment ça s'est passé. Et alors, ça s'est commencé à la fin des années 80, et 90, 91, 92, c'est la ruée. La ruée, c'est des milliers par jour. Et l'arrêt 92, hein, je crois, j'ai cru Il y a eu un arrêt. Ouais. Donc, alors, je n'ai pas suivi, depuis que j'ai fait ça, j'ai travaillé ça jusqu'en 92-93, je n'ai pas réétudié le sujet depuis, hein, donc je vous le circonscris dans le temps. Il ne faudra pas me demander où ça en est aujourd'hui, je n'ai pas réétudié le sujet aujourd'hui. Mais ce que je veux vous raconter là, c'est vraiment ce que j'ai vu à l'époque. Hein. Très bien, Marion. Alors, je pose la deuxième question. Tu en as Oui. fini pour la première. Oui, alors, donc tout ça, c'est un côté effectivement assez garde-triage, si je peux me permettre l'expression. Il y a vraiment des gens qui sont amenés dans un pays, pas dans d'autres. Bon. Alors justement, c'est d'une très grande complexité. J'ai lu ton ouvrage, j'ai vu que ça se passait. Il semblerait qu'il y ait d'abord donc des transferts de population de l'URSS jusqu'en Israël, et ensuite qu'il y ait des sortes d'exode à l'envers. Enfin, c'est assez complexe. Il y a une géographie extrêmement complexe, une chronologie extrêmement complexe. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur cet exode, nous dire par exemple quels pays ont participé à cet exode ou pas participé, enfin bon, c'est très compliqué. Hein, donc voilà. On ne fait pas sortir des gens par centaines de milliers d'un pays vers un autre qui est aussi éloigné, parce que la Russie et Israël, c'est quand même pas la porte à côté, sans évidemment la coopération des pays intermédiaires. Bon. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. Donc il y avait encore un truc très symbolique qui s'appelle le rideau de fer, mais qui était symbolique à la fois en tant que rideau de fer, mais qui existait, c'est-à-dire qu'on ne passait pas comme ça d'un côté à un autre. Bon. Quand il s'est agi de faire sortir les Juifs, et que les Israéliens ont réussi à obtenir des Américains qui ne les prennent pas, il a fallu, alors tout ça, ça implique des complicités à tous les étages, hein, absolument à tous les étages. Il a fallu que un pays un pays à Moscou, en Russie, se fasse le complice de la sortie. C'est-à-dire que les Russes qui voulaient s'en aller
étaient priés d'aller chercher un visa de sortie à l'ambassade de Hollande à Moscou. C'est-à-dire qu'ils allaient demander aux Hollandais de leur donner des papiers pour sortir, c'est-à-dire un laissez-passer. Tout ça pour aller en Israël. Tout ça pour aller en Israël. Les papiers étaient accordés par la Hollande, donc vraiment alliés d'Israël s'il en est. Et les gens, à leurs frais, hein, c'est-à-dire que toutes ces malheureuses familles, ils vendaient tout. Ils vendaient leur maison, ils vendaient leur piano, ils vendaient leur violon, ils vendaient leurs bijoux. Non, leurs bijoux, non, les femmes en général, elles les gardent parce qu'en cas de coup dur, c'est le dernier truc qu'on pourra monnayer pour faire manger les enfants. Donc elles ne vendaient pas leurs bijoux, mais elles vendaient tout ce qui pouvait être encombrant et qui avait de la valeur. Et à partir donc de ce visa obtenu par la Hollande, au début, ils passaient par Vienne, c'est-à-dire qu'ils prenaient à leurs frais un avion qui les emmenait jusqu'à Vienne, donc de l'autre côté du rideau de fer, et là, de Vienne en Israël. Mais l'étape de Vienne était considérée par le mouvement sioniste comme mauvaise, parce que Vienne étant dans un pays libre, ceux qui sortaient à l'aéroport de Vienne, ils voulaient s'égayer, ils partaient et ils atteignaient ce qu'ils appelaient eux la liberté, c'est-à-dire le côté du rideau de fer. Donc les Israéliens ont obtenu de couper l'étape de Vienne et de la remplacer par une étape à Varsovie, à Budapest, enfin dans les pays, dans les capitales du bloc de l'Est. Et tous ceux que j'ai rencontrés qui ont fait ce voyage m'ont raconté qu'ils ont pris l'avion à Moscou, ils ont atterri soit à Budapest, soit à Varsovie, soit au Caucase, ils sont sortis d'un avion, ils ont été mis dans un hall, dans un hangar. On leur a pris tous leurs bagages, y compris leurs bagages à main. Ils sont sortis de l'avion entre des rangées de gars avec des chiens. Ils sont sortis d'un avion comme ça jusqu'à un hall. Et là, on leur a dit qu'ils allaient prendre un avion d'El Al qui allait les emmener directement en Israël. Tous ceux qui avaient eu la velléité de se dire on descend de l'avion, on court et on demande l'asile, ont compris que ce n'était pas possible. Parce que, d'une part, courir dans un pays qui reste dans le bloc, c'était pas envisageable, mais en admettant qu'ils aient eu des copains de l'autre côté, vous ne courez pas en laissant tous vos bagages et vos papiers derrière. Bagages et papiers. Vous n'allez pas vous retrouver à demander l'asile sans même avoir vos papiers sur vous. Donc, pour passer d'un avion à un autre, on les a dépouillés de tous leurs papiers et leurs effets personnels. Jusqu'au plus... voilà. On leur rendait ensuite ou... Et on leur rendait ensuite, on les a rendus dans l'avion. Mais voilà, c'est une on leur a pression, rendu dans l'avion. Ça veut dire qu'il y a là-dessus, donc, de toute évidence, une coopération du bloc soviétique, hein, puisque ça passe d'un... et coopération de la Hollande, de toute évidence, qu'on retrouve. Pour les visas, mais après, donc, les populations vont... Les Israéliens, ils n'ont pas coopéré. Ils ont juste organisé tout ça. Comment, qu'est-ce que vous voulez dire, pas coopérer? Bah si, bah, l'État d'Israël a juste organisé l'affaire. Bah, c'est ça, enfin, c'est plus que coopérer, c'est l'organiser, c'est le mettre sur pied. Et ensuite, donc ces avions, c'est des avions d'El Al, à partir de là, arrivaient en Israël et déversaient ces gens par milliers, par milliers, par milliers. Donc l'intégration, ça se faisait comment? Ils descendaient de l'avion, on les mettait sur des fils, on leur demandait leur papier, leur visa, on leur donnait un certificat d'arrivée, ça se faisait comme ça, ils étaient sur des fils, on leur donnait des papiers, vous signez là et on vous donne. On leur donnait de quoi vivre, on leur donnait de l'argent de quoi vivre pour un an. Pour une famille, c'est quand même appréciable d'arriver, vous allez pouvoir vivre pendant un an. On leur donnait des papiers provisoires. Et puis en avant verte, ça s'appelait l'absorption directe. Vous allez droit devant vous, vous avez suffisamment d'argent. Ils sont montés dans des taxis et allés à l'hôtel. Il n'y a eu aucune tentative d'organisation de l'intégration. Ça a été l'intégration sauvage. Donc arrivés là-bas, ils arrivent avec leurs valises, leurs machins, alors les filles avec leurs fourrures et tout, dans ce pays chaud et tout. Ouais, ça fait, enfin bon, moi j'en ai vu encore arriver, j'en ai vu quelques-uns arriver, c'était impressionnant de voir arriver toutes ces filles avec ces... Quel avantage pour Israël d'avoir organisé cette... Eh ben on va y venir. On va y venir. L'idée pour les Israéliens, c'était de faire... Il y a deux choses, il y a l'idée et puis il y a la justification. La justification officielle, c'est regardez comment ils souffrent, on va les sauver. C'est ça l'idée. Regardez, les Russes sont déchaînés, ce sont des antisémites. Les antisémites, il y a un problème, il y a une solution au problème de l'antisémitisme, c'est de les amener en Israël. Voilà. Ça, c'est la justification officielle. La vraie raison, c'est d'amener du monde en Israël. Bon, on va analyser un petit peu pourquoi et comment dans le courant de ce que je vais vous raconter. Ça ne peut pas se dire en deux mots, mais l'idée, c'était, les Israéliens les voulaient tous. Ils les voulaient tous. Et compte tenu du nombre de mariages mixtes, si les Israéliens avaient réussi à faire
à obtenir que tous les juifs et leurs conjoints non juifs d'Union soviétique viennent en Israël, ils auraient multiplié la population du pays par 2,5. C'était de la folie. C'était de la folie. Ça s'est arrêté à quelques centaines de milliers, mais ça a été quand même suffisamment dramatique comme ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu ou est-ce que voilà. Oui. Bon. Enfin, oui, pardon. Ouais. Juste quelque chose, merci de réserver les questions. Oui, mais si vous voulez, moi j'aime bien qu'on, voilà, notez vos questions, notez-les, parce qu'après on peut les... Si vous avez envie de la poser maintenant et que vous ne la notez pas, vous allez l'oublier, et c'est dommage. Très bien, Marion. Donc, si on a bien compris, bon, il devait y avoir dans l'esprit de ces populations judéo-soviétiques une sorte de diaspora un petit peu dans d'autres pays, mais ils ont été vraiment canalisés vers l'État d'Israël. Ah oui, complètement. Alors, effectivement, comme tu viens de le dire, ils arrivent avec une somme d'argent, ce qui permet de voir venir quelque temps, mais cette somme d'argent n'est pas éternelle, et c'est là que, c'est ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est là que les problèmes se posent. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les problèmes d'intégration de cette population judéo-soviétique une fois arrivé en Israël et une fois que le panier d'intégration a été dépensé, donc les problèmes d'intégration, et notamment, alors il y a un aspect auquel, là tu peux nous renseigner là-dessus, tu parles dans ton livre de juifs noirs et de juifs blancs, mais ça n'a pas le même sens que chez nous, hein. Donc voilà, essaie de nous éclairer sur cette question. Pourquoi je me suis intéressée à l'époque à ce problème-là? C'est que j'avais reçu la visite, bon j'ai beaucoup d'amis israéliens, j'avais reçu à Paris la visite d'un Israélien de mes connaissances qui est originaire d'Irak, c'est ce qu'on appelle un juif noir. Alors mettez des guillemets, ils sont aussi blancs que moi, mais c'est par dérision, par défi que dans les années 50, au début de l'État d'Israël, les juifs originaires des pays arabes, c'est-à-dire les séfarades, avaient l'habitude de se dire nous sommes les noirs, et ceux qui viennent d'Europe, qu'on appelle aujourd'hui les Khazars, en fait, bon, ça, les Ashkénazes, on les appelle les blancs. Donc, ce qu'ont ressenti beaucoup de juifs marocains ou de juifs originaires d'Afrique du Nord, qui m'ont sollicité de venir écouter leurs doléances, ça a été nous les Noirs, on est en train de se faire bouffer par une arrivée massive de Blancs. C'est-à-dire, nous nous sommes battus au début de la création de l'État d'Israël pour acquérir notre dignité. On avait vraiment l'impression eux avaient l'impression que Israël avait été créé par des Juifs européens, que les Juifs européens avaient fait venir les Juifs d'Afrique du Nord pour faire le sale boulot, et que ces Juifs d'Afrique du Nord se sont battus pour leur dignité, pour trouver leur place, et que l'histoire hoquetait, et qu'à la fin des années 80, début des années 90, on allait rechercher des Blancs pour leur faire perdre le peu qu'ils avaient, enfin leur faire perdre la dignité qu'ils avaient acquise, qu'ils avaient conquise, pas acquise, conquise. Et je pense que leur peur était totalement justifiée. Pourquoi? Parce que le panier d'intégration qu'on donnait aux arrivants, on fait flamber les prix. Israël a été créé sous une espèce de bannière socialiste, c'était un État socialiste au début. Moi quand j'ai connu Israël, c'était drapeau rouge, c'était machin, c'était Karl Marx, c'était kibbutz et tout. Et puis petit à petit, la vague libérale a englobé Israël comme les autres pays, peut-être plus durement là-bas. Et je vous ai dit, on ne fait rien pour l'intégration des gens, on les laisse s'intégrer tout seuls, on leur donne de l'argent et on ne fait pas de limitation à la hausse des prix. Donc on disait aux Russes, vous avez une possibilité de payer un loyer pour 400 $ par mois, et bien tous les loyers se sont alignés sur 400 $. Et le salaire minimum, ça devait être de 1200. Non, c'était pas, c'était des shekels. Je suis en train de confondre les shekels et les dollars. Bon, on va retirer la monnaie, on va garder le nombre. Pour un salaire moyen de 1200, il y avait plus de loyer au-dessous de 400. C'est pas mal. Mais c'était des loyers, y compris, je veux dire, les gens qui étaient en HLM. Tous les gens, toutes les familles pauvres qui étaient en HLM et qui payaient, je ne sais pas, 150, 200, 250, on leur a dit à partir de maintenant, ça sera 400, 450, 500. Vous n'êtes pas d'accord? Ah bah écoutez, vous pouvez partir. Et des gens m'ont raconté, mais je les ai vus, ce sont des gens qui me l'ont raconté, des juifs d'origine marocaine. J'ai beaucoup rencontré d'anciens marocains
Ils m'ont raconté qu'ils ont quitté leur appartement avec leurs valises et ils ont croisé dans le couloir les Russes qui arrivaient avec les leurs et qui prenaient leur place. Et ces gens-là ont quitté leur appartement, se sont installés dans des tentes dans la cour de leur immeuble. C'était une absorption sauvage. Sauvage. Ceux qui n'étaient pas d'accord, qui ont voulu rester dans les murs, on leur a dit ben, vous n'avez qu'à partager vos appartements. Vous avez des familles de 5-6 personnes dans 3 pièces et puis qui vont se retrouver à 12-15. Donc c'était des bagarres à n'en plus finir, des hurlements qu'on entendait dans tout le quartier. Je veux dire, ça a été une souffrance effroyable. Ça a été une souffrance effroyable. D'autre part, les autorités disaient bon, on va trouver de l'argent, on va trouver du travail à tous ces Russes. Mais c'est pas difficile. Il n'y a qu'à débaucher un natif et puis prendre un Russe. C'est bête comme chou. C'est bête comme chou. Et pourquoi est-ce que les employeurs l'auraient fait? Ben, on donnait des primes aux employeurs qui embauchaient des Russes. Ben, c'est pas difficile. Si vous touchez de l'argent à embaucher quelqu'un, c'est pas difficile. Le choix est vite fait. Donc en fait, c'est vrai que la population des natifs d'origine orientale ou maghrébine, parce que c'est pas l'Orient, le Maghreb c'est pas l'Orient, enfin disons d'originaires des Juifs originaires des pays arabes, ça a été terrible pour eux, ça a été à la fois une humiliation. Alors il fallait que tout le monde applaudisse, il fallait que tout le monde trouve ça bien, et eux ils l'avaient vraiment mauvaise. Ils l'avaient vraiment mauvaise d'abord parce qu'ils sombraient dans la pauvreté et quand c'était pas dans la misère, et il y a énormément de gens, et moi j'en ai rencontré tout autour de moi, il y en avait plein, qui n'avaient pas d'autre solution que de retourner vivre chez leurs vieux parents. Quand vous avez 50, 55 ans et que vous allez revivre chez papa, maman, vous vous rendez compte, l'humiliation, ça a été absolument terrible, 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 terrible. Mais il y a en Israël un truc qui fonctionne très bien, c'est l'espèce d'unanimisme médiatique qui consiste à dire c'est bien pour Israël, il faut applaudir, il faut applaudir, il faut applaudir, il faut applaudir. Et quand vous êtes obligé d'applaudir à un truc qui vous met dehors, je veux dire, il devenait fou, quoi. Il devenait fou. Et j'ai beaucoup rencontré de ces juifs originaires d'Afrique du Nord. Enfin, bon, j'ai spontanément beaucoup de tendresse pour ces gens-là, parce que l'Afrique du Nord, donc ils sont francophones, et puis on a des tas de trucs en commun, quoi. Je veux dire, j'ai beaucoup sympathisé avec eux, puis parce que j'en connais beaucoup depuis très longtemps, puis parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, et ils se sont lâchés, et ils m'ont montré vraiment leur révolte, leur souffrance, ils sentaient la menace, ils disent, nous les Noirs, on va nous blanchir. Et il y a eu des prises de position en Israël de gens qui ne se sont pas gênés à la télévision pour dire c'est bien, cette immigration va blanchir le pays. Alors il ne s'agissait pas de Noirs africains, je répète, il s'agit des séfarades en gros, c'est ça que ça veut dire. Des séfarades, voilà. On va blanchir les séfarades, voilà. Donc ça a été... Je voulais rebondir là-dessus, mais vas-y. très bien, oui. Donc, bon, ce que j'ai cru comprendre, donc il y a un immigrationnisme et un unanimisme médiatique. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié que tu nous parles de ça, parce que ça rappelle plein de choses. Les heures sombres de notre présent. Voilà, les heures sombres de notre présent, donc unanimisme médiatique et immigrationnisme. Alors justement, bon, en découvrant ton livre, donc je me suis aperçu qu'il y avait donc des Israéliens soit natifs, soit vétérans, donc, oui, et des judéo-soviétiques qui venaient d'arriver, qu'on peut appeler des immigrés en gros. Les nouveaux immigrants. Des nouveaux immigrants. Mais tu dis les Russes, si tu dis les Russes... soviétique, c'est pas un terme. Oui, mais je ne sais pas quel autre terme employer. Les Russes, si tu dis les Russes... Ouais, je dis les Russes, mais... Dans le cadre de cette... Il y a un lien entre la Judée et les soviétiques, et il n'y en a pas. S'il vous plaît, André. Attendez. Il faut arrêter de dire des choses aux gens qui sont fausses. Bon, en tout cas, les arrivants juifs du ASS... Si nous ASS, disons dans le cadre... Voilà, on dira les arrivants juifs du ASS. Tu dis les Russes, et ou dans le Russes, cadre de cette conférence, il s'agira d'eux. D'accord. Donc voilà. Les arrivants russes en Israël, bon, apparemment, comme tu viens de le dire et comme tu vas nous le réexpliquer en détail, ça se passe pas bien, quoi, entre donc les natifs vétérans d'un côté et les arrivants de l'autre. Alors, donc, est-ce que tu peux nous parler des sentiments, voire des réactions, donc des natifs vétérans, enfin, comment ça se passe? Bien, mal, tension, conflit, voilà. Oui. Au début, c'était l'euphorie. C'était vraiment l'euphorie, parce que la chose avait été présentée de telle sorte que cette immigration allait sauver Israël. Pourquoi? Sauver de quoi? D'abord parce que les Arabes faisant plus de bébés que les Juifs, enfin à l'époque, on disait on va en faire venir de nouveau, et les Israéliens ont peur d'être submergés par la natalité arabe. Or, comme Israël est quand même installé sur un territoire où il y a quand même beaucoup d'Arabes, il y a une espèce de sentiment de soulagement, on les voyait arriver en les applaudissant, en disant c'était les sauveurs, quoi. Et là, il y a eu des exemples un peu émouvants de gens qui arrivaient, de familles entières par exemple, pour ceux qui arrivaient à Pâques, des familles entières de Juifs qui arrivaient à l'aéroport
avec des petits drapeaux, avec des bouquets de fleurs, qui venaient chercher leurs arrivants pour les inviter à passer la Pâque avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait un désir de les intégrer, de se sentir bien avec eux, de les accueillir, de leur faire partager. Il y a une espèce d'enthousiasme. Mais les gens pleuraient, quoi. Ils étaient véritablement émus, ils étaient véritablement touchés de voir arriver tous ces Russes. La déception a été à la mesure de ça, c'est-à-dire que ce que les Israéliens ont éprouvé, c'est une déception terrible, terrible. Et la déception, c'était que d'abord les Russes, et on y viendra tout à l'heure, n'étaient pas si contents que ça d'être là. Je vous ai expliqué qu'ils n'ont pas demandé à venir là. Ils ont quitté une mère patrie qu'ils aimaient, et ça, l'Israélien de base n'arrivait pas à le concevoir. Pour l'Israélien de base, étant donné tout ce qu'on lui avait raconté, le Juif qui quitte l'Union soviétique, il est content de quitter l'enfer pour arriver au paradis. C'était pas ça. Dans la réalité, c'était pas ça. C'était des gens qui avaient quitté la mère patrie dans des conditions dramatiques, et qui arrivaient là et qui avaient besoin plutôt qu'on les rassure, plutôt que de leur dire vous êtes content d'avoir quitté votre patrie de merde. C'était pas une patrie de merde. Je racontais tout à l'heure une anecdote qui m'a été racontée par un de mes protégés, qui m'a dit quand il est arrivé en Israël, il y a des gens qui l'ont approché pour lui demander s'il voulait faire de l'espionnage contre la Russie. Il a dit non, mais il était indigné. En arrivant en Israël, ils étaient persuadés qu'ils venaient tellement de l'enfer qu'ils allaient... Mais ça restait la mère patrie. Ils l'avaient quittée dans des conditions tragiques que je vous dis, mais ils n'avaient pas cessé de l'aimer, la mère patrie. Ça, c'est frappant. C'est frappant. L'amour des Russes, y compris ces immigrants-là, pour la Russie, c'était patent. Et l'Israélien, de base, enfin, le natif, le vétéran, ne le comprenait pas. Il ne le soupçonnait pas. Et alors, il se moquait des Russes. Il disait les Russes, quand ils arrivent, ils font le V comme ça. C'est un V pour Villa et un V pour Volvo. Et j'ai cru, jusqu'à ce que j'aille rencontrer les Russes, que c'était effectivement ça. Mais c'était pas ça. Mais c'était vécu comme ça par les natifs qui étaient déçus de voir que les Russes ne se répandaient pas en remerciement de les avoir fait venir. Il y a juste un truc auquel je n'ai pas compris. Volvo. Ils ont le droit d'acheter une voiture sans taxe. Comme les taxes, ça représente... Oui, d'accord. Énorme, oui. Donc, on connaît ça avec la TVA. Voilà, donc ils arrivent et ils vont se payer des grosses bagnoles. Alors ils font le V de la victoire, c'est pas le V de la victoire, c'est envoyez-nous une villa, envoyez-nous une Volvo. Ah, j'ai compris. C'est-à-dire, Villa Volvo, d'accord. Villa Volvo, ça veut dire les Russes arrivent simplement pour en profiter. Et nous on peine, et c'est vrai que l'Israélien de base il peine, attendez, il peine, hein. Faut pas l'imaginer, le peuple israélien roulant sur l'or, c'est pas ça du tout, je veux dire. Le travail est difficile, les salaires sont minces, la protection sociale s'amenuise, enfin je veux dire, la pauvreté existe et elle se répand. Et l'arrivée des Russes a accéléré l'appauvrissement de la population native. Et l'image qu'ils avaient du Russe, c'est que lui, il arrivait, il lui fallait une villa, une Volvo. C'était une image. Hein. C'était une image, voilà, c'était une image. Et il y a eu beaucoup d'agressivité de la part des natifs pour les nouveaux arrivants. Vraiment beaucoup d'agressivité. Je l'ai vu partout et ça m'en a même fait de la peine parce que des Israéliens que je connais bien et que j'aimais bien et que j'allais voir comme ça, j'entendais chez eux des trucs vraiment mais très agressifs vis-à-vis des Russes. Et je me souviens même chez mes amis au kibbutz, il y a la fille de la maison qui a sorti un truc sur les Russes. On dirait que de toute façon c'est des racistes. Et elle a pris une soufflante de la part de son père. Il dit mais dis donc, on parle pas comme ça chez moi quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? La fille s'était lâchée d'une espèce d'agressivité contre les Russes qui fleurait son racisme. Quoi. Les Russes sont comme ci, les Russes sont comme ça et tout. Il y a eu des violences? Enfin, excuse-moi, je t'interromps. Non. Des violences, non? Non, enfin, il y en a peut-être eu. Pas que tu saches. Il y en a peut-être eu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le taux de suicide des nouveaux arrivants a été tel qu'il a été interdit de le publier. C'est-à-dire que les Russes, mais ça on va arriver, je suppose, à une question suivante. Oui, ça a été horrible. Oui, en effet, donc tu sembles dire qu'effectivement, il y a à la fois beaucoup de tristesse, on va dire, chez les natifs vétérans, et beaucoup de tristesse et des suicides chez les nouveaux venus. Alors, justement, je voudrais qu'on pose la question des diplômes. Il y a quelque chose qui est frappant dans ton livre. Je n'ai pas tout compris, d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de Russes, voire peut-être la majorité, qui sont arrivés très diplômés. Je crois que c'est des diplômes techniques ou d'ingénierie, alors ça tu nous éclaireras parce que c'est compliqué. Ils sont arrivés avec des diplômes, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Quelles ont été les conséquences économiques
pour tout le monde, pour eux, pour l'État d'Israël, pour les Israéliens natifs, enfin donc de cette arrivée de gens diplômés. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le système d'Union soviétique, tout le monde faisait des études. Tout le monde avait un métier, tout le monde faisait des études, ils avaient un très très bon niveau, à la fois technologique, et puis je veux dire, bon, vous avez un pianiste qui arrive d'Union soviétique, il sait jouer du piano. Il sait jouer du piano. Hein, et puis il peut devenir professeur de piano. Alors il n'y a pas que la musique, il y a tous les métiers possibles et imaginables. La propagande disait à propos des Russes, vous allez voir, c'est une alia extraordinairement diplômée, c'est-à-dire qu'on importe en Israël une quantité phénoménale de gens hyper compétents. Et on disait, Israël va devenir, on disait comment, bon, Silicon Valley en hébreu. Oui, le brain drain, un peu à l'américaine. On va transformer Israël en un pays extrêmement cultivé, extrêmement formé, extrêmement diplômé, extrêmement capable. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors d'abord, il y a eu une certaine déception. C'est pas une certaine déception, mais ça on l'a vécu de la part des Israéliens vétérans par rapport aux nouveaux arrivants. Il est ingénieur celui-là, ben dis donc, ben moi je suis quoi alors si celui-là est ingénieur? On n'avait pas compris que le terme d'ingénieur en Russie, ça serait l'équivalent de ce que c'est en Allemagne. On dit plutôt ingénieur pour technicien supérieur que pour ingénieur chez nous. Or les Israéliens disent, mais ils ne sont pas ingénieurs, ils ont vraiment un diplôme au-dessous. Et c'est vrai que, bon alors j'ai pas regardé dans les détails, mais il y a eu des moqueries vis-à-vis de certains diplômes russes de la part des natifs disant ils ne sont pas si diplômés que ça. Mais en l'occurrence, diplômés ou pas, ils avaient énormément de savoir-faire. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et vous avez vraiment des dizaines et des centaines de milliers de Russes qui sont arrivés en Israël, bardés de savoir-faire. Et ce qui aurait dû déclencher un boom économique, c'est perdu dans les serpillières, parce qu'on n'avait rien prévu pour leur trouver du travail. Et moi, j'ai trouvé des professeurs d'université qui ne mouraient pas de faim en passant le balai dans des magasins entre 3 et 5 heures du matin. C'était ça, ou mourir de faim. Pourquoi mourir de faim? Parce qu'on leur donne un panier d'intégration qui dure un an, et au bout d'un an, il n'y a plus rien. Au bout d'un an, il n'y a plus rien. Et un an, ça passe très vite, surtout quand vous arrivez, surtout quand les prix s'adaptent. Et cet extraordinaire apport de matière grise s'est perdu dans les serpillières et dans les réseaux de prostitution. Ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Et l'exemple que je donne à la fin de mon livre, je vais vous le lire, la quatrième de couverture, parce que vraiment elle m'a été... je vais vous la lire telle que... À la sortie du campus d'une université israélienne, un éminent professeur de physique attend l'autobus. Ce dernier tardant à arriver, l'universitaire sort un petit calepin et s'évertue avec quelques difficultés à résoudre un problème. Le site est presque désert, seul un pauvre balayeur passe et repasse derrière le banc où est assis le physicien. Soudain il sursaute. Penché au-dessus de son épaule, le balayeur lui prend doucement le stylo des mains et en quelques secondes lui résout le problème. Le balayeur est un immigrant russe, un juif arrivé en Israël voilà 1 an, qui survit grâce au seul travail qu'il ait réussi à trouver. L'histoire est donnée pour vraie et de toute façon elle est vraisemblable. Et moi j'en ai des frissons en vous racontant ça. J'en ai des frissons de tous ces gens extraordinairement reconnus dans leur métier, diplômés ou reconnus dans leur métier, dans leur profession en Russie, qui sont arrivés en Israël et n'avaient pour vivre, j'en ai vu faire les poubelles. J'en ai vu faire les poubelles. J'ai vu des ménagères russes vendre leur harde, leurs vieilles slips, leurs vieilles godasses et leurs vieux machins et leurs couteaux et leurs fourchettes sur le marché pour faire manger la famille. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. On a fait venir quantité de gens, on n'aura pas pensé à développer quoi que ce soit pour leur trouver du travail. C'est-à-dire qu'en fait, cette immigration a eu comme but, la justification c'était de les sauver d'un côté et d'autre part de faire un boom économique. Dans la réalité, ça a été de faire venir des quantités de gens pour faire du nombre, absolument pas pour s'occuper de chiffres. Rendez-vous compte, j'ai eu, et ça m'a été signalé par des amis israéliens natifs, des Russes sont morts de froid en Israël, de froid. Dehors, quand vous couchez dehors dans des cartons à Jérusalem, il arrive qu'il neige, d'ailleurs il a neigé. Incidemment, Laurence d'Arabie, à l'époque de l'épopée de Laurence d'Arabie, a été pris dans une tempête de neige. Et il envoyait des appels au secours à l'armée britannique qui dit mais il n'est pas bien, mais il ne va pas nous faire croire que oui. Ça arrive, ça arrive. Et des Russes, enfin
au moins un quand j'y étais, donc on peut imaginer d'autres cas comme ça, est mort de froid dans un paquetage de carton au pied d'un immeuble. C'est-à-dire que ça a été une misère absolument effroyable. Donc, qu'est-ce que ça a apporté, tous ces diplômes? Ça a apporté des regrets, de l'humiliation, et ça a déclenché une vague de suicides telle qu'il était interdit de parler des suicides des Russes. C'était interdit, il y avait une espèce d'omerta, enfin de consensus, de consensus sur la nécessité d'unanimisme, sur la nécessité d'imposer une loi du silence là-dessus. Ça a été absolument terrible. Ils avaient un mot pour ça, c'était spongia. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La spongia, je passe l'éponge. Ouais, d'accord. C'est un mot issu de quoi? C'est de l'italien ou spongia? Je sais pas, c'est les Russes qui disaient ça. Ah Qu'est-ce bon, que tu fais dans la vie spongia? Il y a eu ça sonne un peu italien, mais ça paraît bizarre, oui, mais bon. Il y a eu aussi des conséquences absolument terribles. Ça a été un développement de la prostitution, ça a été mais infernal. Alors, j'ai suffisamment enquêté pour savoir qu'il est de fait, et on ne peut pas le nier, qu'un certain nombre de Russes ont dit ici, il faut coucher, on couchera. Prostitution. Même pas. Ouais. Enfin, tu vois. Ah oui, ou promotion canapé. Oui, non, mais c'est-à-dire, moi j'ai une copine palestinienne tout à fait bienveillante qui m'a raconté, il y a une fille, elle est arrivée, le camion de déménagement est arrivé, elle n'avait pas d'argent, elle a dit au type, tu couches, tu venais, ben d'accord, et elle a payé sa course comme ça, quoi. Bon, il est impossible de généraliser et de dire que les Russes étaient des putes, hein. Je ne me fais pas dire ça, moi j'en ai vu qui précisément se sont battus comme des diablesses pour conserver leur dignité. Mais c'est vrai que à un certain degré de désespoir et d'inextricabilité d'une situation, on me dit, s'il faut coucher, on couchera, quoi. De toute façon, la misère entraîne la misère. Hein. La misère entraîne la misère. Il y a bon, moi j'ai eu on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai vraiment été témoin de trucs horribles. Et notamment j'en ai pas parlé dans le livre, donc mais garde ta question. J'en ai parlé dans un autre livre. J'étais avec une copine israélienne un vendredi soir à Tel Aviv. Elle me dit, viens, on va aller, il y a un bar sympa là-bas. Et le vendredi soir à Tel Aviv, aller dans un bar, c'est aller dans un bar où on va chanter des chansons populaires israéliennes. Enfin, il y a une espèce d'ambiance que j'aime bien, qui rappelle l'Israël que j'avais connu quand j'étais jeune et tout. Et cette copine me dit, viens avec moi, j'étais à Tel Aviv ce soir-là, on va aller dans un bar au nord de la rue Dizengoff, on rentre dans le bar et on tombe sur un striptease. Oh là là. J'ai jamais vu quelqu'un avoir honte comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ma copine était assise en face de moi, il y avait deux nanas. Alors, c'est pas que du striptease, je veux dire, elles se frottent les seins contre les oreilles des parents, des gens qui sont là avec leurs gosses. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Mais attendez, en Israël, à l'époque, je peux vous dire, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais c'était insensé, des choses comme ça. Insensé. L'irruption du porno et du sexe comme ça dans la culture familiale israélienne, c'était quelque chose de sacré. Et ma copine a été comme ça. Elle a terminé, elle est passée sous la table. Elle était morte de rire. D'ambiance très décalée. Elle me dit, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Terrible. C'était vraiment le choc. Puis alors là, ça en prendra qui? Aux filles qui font ça ou au système? Ou au système, oui. C'est terrible. D'accord, Marion. Oui, je suis toujours dans la question. Bon, alors, s'il y a des gens qui parlent russe dans l'assistance, là, il faut absolument que vous m'enseigniez d'où vient le terme spongia, parce que ça m'énerve. Mais passons. Donc, oui, je suis toujours dans ma question. Tu parles de la misère des arrivants russes, mais j'imagine que cette misère est devenue généralisée, qu'il y a eu aussi peut-être des Israéliens natifs vétérans qui eux-mêmes sont morts de froid dans des cartons. Enfin, je sais pas, est-ce que je pense pas, parce que maintenant, ceux qui je sont me pose là, la question. Ceux qui sont là, ils ont leur réseau, ils ont leur famille, ils ont leur famille. D'accord. Non. C'est celui qui est déraciné, qui est en danger de mort. Mais tout de même, parce que quand tu dis les gens qui descendent des immeubles, qui sont dans des tentes, là, alors, ce sont des natifs. Mis dans des tentes. Voilà, ce sont des natifs. Donc, ça fait peur aussi pour... Eh bien, ils sont allés vivre chez les vieux. D'accord. Moi, j'ai des amis ceux qui m'ont fait venir, des amis, lui d'origine irakienne et elle d'origine marocaine, ils sont allés vivre chez les vieux. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est facile. Elle avait 50 ans et lui 54. C'est pas facile. Reparti vivre chez papa, maman. Vous imaginez? D'accord. Alors,
question accessoire, Marion, est-ce que tu veux boire un coup? Parce que Ouais. tu parles, donc... Je